Dann werde ich mal heute wieder die Madame de Staël machen. Das war damals so Revolutionszeiten, früher, Französische Revolution, 1789 und Folge. Die Deutschland-Expertin in Frankreich. Die hat ein großes Buch geschrieben, dickes Buch zumindest, ich habe es letztes Mal in der Hand gehabt, über Deutschland, wo sie so aus Deutschland berichtet, für das französische Publikum. Und sie war erst für die Revolution und dann ging sie aber ein bisschen zu brutal zu und da ist sie dann gegen die Revolution gewesen, ab 92 ungefähr, glaube ich. Ist nach Deutschland ins Exil gegangen und hat von dort aus dann gegen die Revolution gekämpft. Es ist eine Woche vergangen jetzt, heute war gerade wieder Gelbwesten-Demo in Frankreich. Ich glaube, es ist die 12. Runde gewesen, ja. Und da hat sich also auch nicht viel verändert. In Deutschland ist nach wie vor ein völlig falsches Bild. Also wie gesagt, auch bei den Oppositionellen. Geht völlig unter, die wissen gar nicht um die Bedeutung der Gelbwestenbewegung. Deutschland schläft sowieso weiter. Ich habe das im letzten Teil gesagt, es muss ans Materielle, ans Finanzielle gehen. Also es hat gar keine Bedeutung, dass die Leute abgemessert werden oder dass die Töchter der Vergewaltigung zugeführt werden. Das ist völlig egal. Das ist dem Deutschen, da ist er völlig gleichgültig. Das interessiert ihn null. Es ist so, muss man so anerkennen, was den Deutschen interessiert, auch den Franzosen, das ist kein Unterschied, dass wenn es ans Finanzielle geht. Also jetzt haben wir in Stuttgart die Gelbwestenbewegung, die ja startet langsam und das ist nur ein Anlass gewesen, das ist Dieselfahrverbot und da geht der Deutsche dann auf die Straße, aber immerhin. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie die deutschen Oppositionellen komischerweise den Mainstream-Medien Glauben schenken. Das ist unglaublich. Ich lese da Facebook oder so, rechte Nationalisten sagen, ja, da sind jetzt 70.000 Leute gewesen oder 60.000, ja. Ich habe gesagt, ihr müsst da eine Null dran machen, so einfach ist das. Die plappern alles einfach nach. Ich verstehe das nicht, was da auf deutscher Seite losgeht. Na gut. Ja, wichtig seit der letzten Woche war die Verletzung von dem Jérôme Rodriguez, der ja so einen Flashball abgekriegt hat. Das ist auch so ein Ding. Es interessiert die Deutschen null. Das ist ein zivilisiertes Land, angeblich. Frankreich, wie die auf die Demonstranten losgehen. Das ist unglaublich. Früher, oh, der böse Kommunismus und och, und ist das schlimm alles. Ja, hier in Frankreich, da werden Demonstrationen angemeldet und da werden die beschossen. Und dieser Jérôme Rodriguez, der jetzt hier eine führende Persönlichkeit ist, der Gelbwestenbewegung, der ist gezielt auf sein Auge geschossen worden. Das weiß man jetzt. Gezielt. Die Leute werden gezielt abgeschossen. Vielleicht noch nicht umgebracht, aber ein Auge verliert er erstmal. Zeige ich noch Ausschnitte von dieser Versammlung, die ich ja im ersten Teil angekündigt hatte, dass die stattfindet oder stattgefunden hat und wo es jetzt Bilder gibt. Le mouvement des Gilets jaunes est arrivé à un stade où rapidement il va être confronté à une impasse. Il se trouve face à un mur. À ce moment de la lutte, il faut réfléchir et non pas tenter de récupérer les gilets jaunes. Non, nous ne récupérons pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils sont ni de droite ni de gauche. Ils sont au-delà de la droite, au-delà de la gauche. C'est notre peuple qui se réveille, notre peuple qui est en souffrance, notre peuple qui n'en peut plus d'être asservi par ce régime des banksters. Mais il convient d'orienter le mouvement, parce que les révoltes sont stériles. Seules les révolutions sont salvatrices. Et nous sommes rentrés en période révolutionnaire. Cette révolte des Gilets jaunes, c'est la fin d'un modèle de société. Macron, gérant associé de la banque, de droite ou de gauche, en France, depuis Pompidou, la politique est menée par la banque. Donc si nous voulons sortir dans l'impasse,
C'est une véritable révolution salvatrice qu'il nous faut. Et pour faire triompher une révolution, il faut que ça soit la rencontre d'une période révolutionnaire avec une minorité révolutionnaire. Période révolutionnaire, nous y sommes. Nous voulons que les Français soient maîtres de leurs lois. Nous voulons redevenir maîtres chez nous. En avant la victoire! Alors oui, effectivement, ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un cadeau de Noël inespéré que nous n'attendions plus. Je dois dire que moi-même, je commençais à désespérer des capacités de notre peuple à pouvoir enfin réagir. On a souvent, à juste titre, évoqué le rôle néfaste, nocif, mortifère de la loi Pompidou-Rothschild du 3 janvier 1973 qui oblige l'État à emprunter avec des intérêts importants sur les marchés privés. Je rappelle quand même qu'un des attributs de souveraineté les plus importants, c'est la monnaie. Nous étions d'ailleurs le seul pays au monde dont le pays portait le nom était une vertu, franc, qui veut dire libre. La politique de sans concession, la politique de demi-mesure, elle ne nous amène à rien. Lorsque la situation se radicalise, la vérité elle est toujours radicale. Hein. Quand on lit l'Évangile, le Christ, on ne peut pas dire que c'est un modèle de diplomatie. Bon, voilà. Il ne faut pas avoir peur, quoi. Si on nous traite d'extrême droite, vous savez, si on dit à une femme qu'elle est jolie, elle est contente. Si on dit qu'elle est extrêmement jolie, elle est encore plus contente. Bon. La police régimiste s'en prend aux manifestants. On nous traite vraiment comme des Palestiniens. À toi, Alain. Merci à vous tous. Merci à Yvan d'avoir organisé cette réunion. Je viens, c'est vrai, un peu du marxisme. Je vais essayer de parler de là d'où je viens. Mes ennemis ont essayé de faire croire, pour en réduire la portée, que égalité et réconciliation, c'était la réconciliation avec les musulmans. Non, c'était la réconciliation de la gauche du travail avec la droite des valeurs. Donc c'est ça qui a fondé égalité et réconciliation. C'était donc égalité et réconciliation entre ces gens qui sont ici et moi-même, c'est-à-dire entre les gens issus de la gauche du travail, enfin au niveau de la formation intellectuelle, et de la droite des valeurs. Hein, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les Gilets jaunes sont ça, hein, en acte. On voit très bien que c'est un mouvement transcourant, ni gauche ni droite. En fait, c'est pas ni gauche ni droite, c'est et droite et gauche. D'une certaine manière, je suis très content du mouvement des Gilets jaunes, parce que ça a validé quand même une analyse, un combat, et que surtout, ça m'a redonné du courage après la petite déprime qu'avait provoqué chez moi l'élection de Macron. Avec l'élection de Macron, on s'était dit, le peuple français n'existe pas, c'est vraiment des abrutis. Et là, il a ressurgi, et ça donne beaucoup d'espoir, parce qu'on voit à nouveau des Gaulois. Moi, je regarde BFM TV pour voir l'incroyable différence physique entre les intervenants des Gilets jaunes et ceux qui leur répondent, les journalistes. On voit bien qu'il y a une différence sur le plan, je dirais, anthropologique, de la virilité, la taille des poignets, la forme du visage. Et là, dans le mouvement des Gilets jaunes, naturellement, beaucoup dans les campagnes, peut-être un peu moins dans les villes, on voit fraterniser des salariés, des petits salariés en souffrance, qu'on peut appeler le nouveau prolétariat, et des petits patrons en souffrance. Je vous fais remarquer que les animateurs gauchistes ont toujours désigné l'alliance prolétariat-classe moyenne comme le danger fasciste. C'est ça qui est intéressant. Hein, ce qui veut bien dire que c'est ça qui leur fait peur. Hein. Et finalement, ce danger fasciste, quand on regarde bien, c'est l'alliance de tous les travailleurs qui, soudainement, prennent conscience de la vraie solidarité de classe et de la vraie lutte de classe utile et nécessaire pour renverser le pouvoir de l'argent. Ce brillant journaliste de droite, Zemmour, qui est d'ailleurs relativement un camarade, sur le plan individuel, nous expliquait bien que le problème majeur de la France et des Français était l'islam. Et de ce point de vue-là, les Gilets jaunes sont aussi un mouvement intéressant parce que c'est une réponse quelque part à cette offensive nationale-sioniste, parce que Zemmour ne faisait pas que dire ça. Il tendait la main à tous les patriotes français pour leur dire le vrai combat, c'est le combat contre l'islam et les musulmans, et évidemment, notre modèle de nation pour nous battre, c'est Israël. Effectivement,
il y a un problème en France, évident, il suffit de regarder des vidéos des années 60, on les met régulièrement sur le site, et puis de voir la manière dont la France s'est transformée, il y a un problème. Mais moi, ce que je fais remarquer, c'est que ce problème-là n'est qu'une partie du problème que maîtrise très bien notre ami Rissen. Hein. Qui a voulu ça, et à qui ça profite, hein. Vous verrez que dans les deux cas... Ce qui veut dire que même si on veut régler ce problème-là, il faudra d'abord régler l'autre problème qui, en termes, on va dire, schmittéens, hein, est quand même le problème prioritaire. Hein, parce que je vois que beaucoup de gens de nationaux sionistes m'expliquaient qu'ils faisaient du gramschisme de gauche. Je dis pourquoi ne pas faire plutôt du schmittéisme de droite? C'est plus dans nos traditions. Eh bien, les Gilets jaunes l'ont remis à sa place. Et on voit bien là, autre remarque, que c'est quand même le retour de la question sociale avec les Gilets jaunes. Et quand on entend des Gilets jaunes dire « nous avons redécouvert la fraternité sur les ronds-points, nous sommes sortis de la solitude, etc. », on voit aussi que ça va bien au-delà des revendications sociales et économiques, mais aussi des revendications, comment dire, profondément humaines. Pour parler de mon cas personnel, vous savez que j'ai été condamné hier, comme par hasard, à de la prison ferme. Alors je vais vous préciser, parce que les médias disent n'importe quoi. Hein. La phrase qui m'attribue, c'est une phrase que je dénonce. En te citant, c'est une phrase d'un leader israélien. Hein. La phrase sur le combat génocidaire. On me la met dans la bouche alors que je la dénonce. Vous voyez ? Et il faut savoir que j'ai été condamné dans ce procès parce que la communauté juive organisée a porté plainte contre moi pour ma défense lors d'un autre procès, contre moi et contre mon avocat. C'est-à-dire que là, on est dans une atteinte au droit à la défense, on n'est plus dans la légalité. C'est-à-dire que là, je suis condamné pour m'être défendu lors d'un procès précédent. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me fait comprendre que, comme ça fait des années que je leur tiens tête, je suis à plus de 60 procès quand on additionne tout. Hein. Voilà. Notre rôle, c'est pas de courir derrière les gilets jaunes. Nous, on court devant et on les attend parce qu'ils sont en train de faire une formation accélérée où ils sont en train de se prendre dans la gueule toutes les arnaques, tous les enfumages du système. Et en fait, ils sont en train de faire en quelques mois, pour ceux qui vont faire jusqu'au bout, leurs universités accélérées pour nous rejoindre. En réalité, on est devant eux, pas derrière. J'entends des journalistes sur BFM dire il faut respecter la République, revenir aux fondamentaux de la République. Je rappelle que les fondamentaux de la République, c'est la guillotine. Oui. La première réponse du pouvoir, on le voit bien, c'est le dialogue. Hein. Il faut dialoguer. Vous avez bien compris que quand quelqu'un qui vous domine vous ment depuis, on va dire, au moins 30 ou 40 ans, quand il dit on va reprendre le dialogue, ça veut dire je vais essayer de continuer à t'enculer. Hein. Ça veut dire ça. Voilà. Donc il est évident d'ailleurs que le seul moment où le pouvoir a reculé, c'est quand il a pris peur de la violence. Hein, donc là, il va falloir aussi relire Sorel sur ce que c'est que la violence politique légitime. Et la question sérieuse, c'est vers quoi doit être orientée cette violence. Il faudra d'abord que des gens comme nous fassions la révolution par une violence sorélienne pour qu'on puisse donner au peuple le RIC. Jamais, jamais le pouvoir ne rendra le pouvoir au peuple par des consultations. Jamais. Les nouveaux crétins, je ne vais pas être méchant, mais je ne pense pas que Flight Rider fera la révolution. Il y a un problème quelque part. La casquette à l'envers, Flight Rider, c'est la stratégie très intelligente du pouvoir avec Castaner, c'est de pousser la police à être ultra-violente. Parce que la peur qu'a le système, c'est déjà l'alliance prolétariat-classe moyenne est en train de se faire, mais c'est quand à un moment donné, les forces de maintien de l'ordre rejoignent les manifestants. Et du coup, dans l'autre sens, infiltrer le plus possible de black blocs et de gauchistes pour des policiers contre les gilets jaunes et des gilets jaunes contre les policiers. Je vais vous faire remarquer quelque chose de définitif et d'important. Sans le ralliement des forces de l'ordre, il n'y a pas de révolution possible. Le gilet jaune sérieux, et je pense que c'est notre cas ici, doit être désigné par le système de domination politico-médiatique comme macho, misogyne, homophobe, raciste et bien sûr, le top du top, antisémite. Sinon, c'est qu'il n'a pas fait le travail jusqu'au bout. Et en le faisant, effectivement, il risque ce que nous risquons tous là, la prison. Voilà. Hein, j'avais fini. Notre devoir à nous, qui connaissons les tenants et les aboutissements du système, c'est justement de les informer, de les éclairer, de désigner l'ennemi. Ça ne passera plus par Internet, hein, tout ça. Il faut quand même arrêter de rêver
à une révolution 2.0. Comme ici d'ailleurs, on est dans un monde de nationalistes, et je redis la vérité qui dérange, c'est que moi je préfère quelque part un bon musulman pour mon combat, à un type qui prétend être un laïc qui défend les valeurs de la République. Parce que celui-là, je dis, t'as pas compris ce que c'était que la République, et la République, je le répète, la République c'est la loge, et la loge c'est la synagogue. Hein, voilà. Bien évidemment, il faut pas tomber dans le piège du mondialisme qui veut la lutte des races et qui veut la lutte des religions pour s'imposer. Ça, c'est le judaïsme politique qui a toujours joué là-dessus. Regardez en France, la réaction dans l'école historique révisionniste, Forisson, en France. La première réaction forte politique électorale en France, Jean-Marie Le Pen, qui était connu dans le monde entier, en France. La réaction à Concile Vatican II, Monseigneur Lefebvre, un évêque qui a planté sa croix, qui après avoir signé a dit « mais qu'est-ce que c'est cette ineptie ?» En France, un phénomène comme ça aura lieu de donner avec la révolution de la quenelle, avec le... Hervé Ryssen, le travail sur le judaïsme politique. Personne en Europe et même dans le monde n'a fait le travail qu'a fait Hervé Ryssen. Il a saisi le problème du judaïsme dans son entièreté, dans sa totalité. Non, moi je pense que c'est en France, regardez les Gilets jaunes, je pense que c'est en France que ça se... Ce qui se passe en France a des répercussions mondiales. C'est comme ça. Donc je pense que ça se passera en France, c'est pas parce que je suis français que je le dis, c'est parce que c'est comme ça. La France, c'est très particulier. Une autre question ? On baisse pas les bras, on va jusqu'au bout. Moi, je suis prêt à mourir pour mes idées. J'y pense tous les jours, je pense à la mort. C'est pas parce que j'ai envie de mourir, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible. Mais pour rien au monde, après ma mort, on nous dira Ryssen, il n'est pas allé jusqu'au bout, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Je vais jusqu'au bout, moi. Je ne vis pas pour vivre le plus longtemps possible d'une manière médiocre. Je pense qu'on a un travail à faire et qu'il faut, pour le bien de l'humanité, le mener jusqu'au bout, ce travail. S'il faut mourir, si tu me dis par exemple, tiens, il y a 200 mecs de la LDJ armés qui sont à la sortie, là, eh ben on y va, on cartonne, et s'il faut mourir, on meurt, c'est comme ça que je vois les choses. Alors je sortirai de prison, j'espère, et puis je recommencerai. Sur les combattants anti-islam, il faut être honnête chez les nationalistes. L'anti-islamisme, c'est l'antisémitisme du pauvre et du lâche. C'est ceux qui n'osent jamais aller jusqu'au bout. Hein, c'est ça. Moi, je n'ai rien contre un type qui combat l'islam, s'il combat aussi le judaïsme politique. En général, le problème, c'est que les mecs qui combattent l'islam, c'est pour cacher leur lâcheté, parce qu'ils savent très bien qui a le pouvoir et qui ne l'a pas, ce qui coûte cher et ce qui coûte moins cher. J'estime, moi, que les anti-musulmans qui font comme s'ils ne voyaient pas, qui voient la souris musulmane et qui ne voient pas l'éléphant, sont en général des lâches à grande gueule. C'est souvent aussi de l'intérêt de classe, je l'ai bien dit, c'est-à-dire qu'en réalité, les nationaux-sionistes, c'est une convergence de bourgeois. Est-ce que chez les Juifs, vous trouvez des sympathisants? Je sais que la question est un peu... J'en ai eu 2 tout à l'heure, mais c'était anciennement des Juifs. Ils m'ont acheté des livres tout à l'heure, ce matin, là. Ils ne sont plus Juifs. Et je vous le dis franchement, c'est ce que j'ai dit à 2-3 personnes ce matin, pendant notamment la manifestation du 8 décembre, j'étais content de voir ce que j'appelle, j'espère que je vais choquer personne, mais des racailles de banlieue venir tout casser dans les quartiers bourgeois. J'étais content parce qu'on a besoin de renforts, si je puis dire, et je suis aussi content de voir des black blocs, des gauchistes, dans ces manifestations, parce qu'il faut que c'est l'ensemble des gens qui ne veulent plus de ce système, qui doivent se retrouver dans la rue, sans qu'il y ait d'affrontement entre racailles, black bloc, fachos, ou tout ce que vous voulez. Je pense que quand on a un objectif, en l'occurrence celui de redevenir maître chez nous et d'envoyer bouler cette élite oligarchique, et bien qu'on a des gens comme eux en face de nous, tous les renforts sont bienvenus. Donc moi j'ai l'impression effectivement là que laisser aux seuls gilets jaunes authentiques, c'est-à-dire des gens de province essentiellement, des gens des campagnes, ça ne pourra pas aboutir à quoi que ce soit. J'ai vu des centaines de gilets jaunes passer dans des petites rues où il y a des galeries d'art moderne. Je peux vous affirmer que si ça avait été les black blocs ou les racailles de banlieue, il n'y aura plus eu une seule vitrine en état. Et je me suis dit, peut-être que laissés à eux-mêmes, les gilets jaunes authentiques, si je puis dire, ne parviendront pas à grand-chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin, de têtes politiques, des gens comme nous,
sans prétention. Et puis aussi, peut-être un service d'ordre qui est en train de se constituer, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis aussi des éléments qui sont capables d'affronter. Alors là, je suis peut-être un petit peu en porte-à-faux avec ce que vient de dire Soral et Yvan. C'est peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Moi, je dis que c'est dans maximum dans 2 ans. Hein. Je ne vois pas ça dans 10 ans. Hein. Je pense qu'on le verra. Et moi, pour l'instant, comme j'ai 60 ans, je continue à faire du sport pour être prêt et en forme le jour. En restant devant vos ordinateurs, vous ne parviendrez pas à grand-chose concrètement. Il faut être dans la rue, il faut systématiquement se retrouver dans la rue tous les samedis. Alors est-ce que ça se déroulera dans les 1 ou 2 années qui viennent? Évidemment, on l'espère. Ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais le principal, c'est d'y croire, c'est l'espérance qui importe. Hein. Si on fait de la politique, c'est parce qu'on croit en quelque chose, on croit que ça va aboutir à quelque chose. Moi, je pense que c'est pas mal parti du tout. Moi, en 2006, j'avais écrit publiquement, je crois que je ne sais pas si c'était sur Internet, mais j'avais écrit que les Français étonneront le monde. Je vous invite à travailler. Bon, c'est ce que... Moi, j'aime bien cette valeur du travail. Moi, je vous invite à travailler. Ensuite, on peut prendre du plaisir. Mais vraiment, le travail me semble une valeur essentielle dans la vie. Parce que... enfin voilà, c'est ce que je pense. Travailler le plus possible. J'ai laissé tomber toutes les valeurs matérielles. Vous connaissez tous le film Fight Club. Mon canapé, Ikea, etc. Mon petit poste, ma petite télévision, mon petit appartement. Moi, j'en ai plus rien à foutre de tout ça. Ça, c'est mon exemple personnel. Mais ce que je veux vous dire simplement, si on doit mourir demain, moi, j'ai très bien vécu jusque-là, et notamment depuis que j'ai des procès. Voilà. Donc, ne vous attachez pas trop aux valeurs matérielles. Peut-être que l'avenir nous réserve de très très bonnes surprises, et peut-être que finalement, nous qui croyons être nés à la mauvaise époque, au mauvais moment, au mauvais endroit, peut-être que ça va être formidable. Merci à vous. Nous sommes rentrés dans une époque, moi je pense, historique. On l'a assez répété, la France ne peut pas mourir. Elle est en train de nous montrer qu'elle vit encore. C'est notre devoir de nous engager. Alors, quel que soit votre signe de ralliement, que ce soit le bras d'honneur à ceux qui mènent une politique du déshonneur, que ce soit la quenelle qui rallie les dissidents contre tout ce monde hédoniste et bourgeois, ou que ce soit le salut européen de lumière, d'honneur et de fidélité, il nous faut la convergence des volontés, des énergies. On ne foutra pas ce système.